Donc pour le prochain panel, je vais appeler un modérateur qui est un leader pour moi, qui est un ami, un frère, qui a été précurseur parce que ça fait des années qu'il promouvoit le numérique, la digitalisation, l'IA, le cloud, la cybersécurité. Donc je voudrais que vous applaudissiez Mohamedou Diallo, il est président du magazine CEO Mag, il a créé les ATDA et c'est quelqu'un de très brillant, je suis très heureux de l'avoir parmi nous, mon cher frère. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Difficile de passer derrière Jérôme après tout ce qui a été dit, avec ce panel qui est très riche. Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'animer le prochain panel sur l'impact de l'IA sur l'administration publique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc on a eu quelques éléments de réponse par rapport à ce qui a été dit sur la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire en matière d'IA, donc avec Stéphane qui en a parlé brièvement. Et donc pour continuer sur ce volet, donc je serais ravi donc d'inviter Madame Karine Diallo, que je vois arriver, à nous rejoindre. Donc j'ai pas le nom des autres panélistes. Est-ce qu'on peut les afficher, s'il vous plaît, pour que ça va me faciliter la tâche? Est-ce qu'il est possible d'afficher le nom des autres panélistes? Ah oui, ok, très bien. Alors, donc j'appelle Jérôme Ribeiro, qui va nous rejoindre. Madame Achou Munanga Fira, experte en IA, transformation digitale. Également Laurent Dorenko, qui a eu le plaisir de passer tout à l'heure. Donc on a Karine Diallo qui est parmi nous. Merci de vos applaudissements. Très bien, donc je vous laisse vous installer. Donc beaucoup de choses ont été dites ce matin, notamment sur l'impact de l'IA dans plusieurs secteurs d'activité, puisque aujourd'hui on est passé dans une phase d'accélération des stratégies nationales en matière d'IA, notamment en Côte d'Ivoire qui vient de déployer sa stratégie nationale. Et on a vu au niveau de l'Union africaine donc, des initiatives qui se mettent en place pour accélérer l'adoption de l'IA, notamment au niveau continental. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, donc, nous avons des secteurs prioritaires qui sont le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et le domaine de l'agriculture, parce qu'on est en Côte d'Ivoire qui est un pays agricole, où on parle beaucoup d'agriculture. Donc nous allons voir durant ce panel comment l'IA pourra impacter la stratégie nationale donc, de l'IA ici en Côte d'Ivoire. Jérôme, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un dans ce panel ou il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ok, très bien. Voilà. Comme cela a été donc rappelé depuis ce matin, l'IA offre un potentiel considérable de transformation des services publics en Afrique. Donc on va aborder certaines questions, notamment dans le domaine de la santé, on en a parlé tout à l'heure, dans le domaine de l'éducation, puisque quand même qui est un secteur prioritaire, on en reparlera davantage que l'éducation est un secteur prioritaire. L'agriculture, je l'ai rappelé tout à l'heure, donc la Côte d'Ivoire qui est un pays agricole, qui est un peu le grenier de l'Afrique occidentale. Et également, on va parler également des aspects liés à la gouvernance, puisqu'aujourd'hui on parle de renforcement de la gouvernance et de la transparence et de l'éthique et également de l'inclusion financière. Donc à mes panélistes, j'ai envie de faire déjà dans un premier temps un premier tour de table pour savoir, selon votre vision, comment cette stratégie ivoirienne peut impacter ces secteurs qui sont prioritaires, que ce sont donc la santé, l'éducation et l'agriculture pour commencer. Karen ? Merci. Alors, la stratégie, elle peut impacter dans tous les domaines. Comme on a dit, l'IA, c'est vraiment transversal. Donc, comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, la stratégie prend en compte vraiment tous les secteurs. On est rentré dans le détail pour avoir des use cases qui vont être déployés justement dans chaque domaine qui est phare pour la Côte d'Ivoire, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation. On touche vraiment à tous les paliers et on rentre dans le détail pour essayer de voir dans quel cas l'IA
peut avoir des impacts sur ces domaines-là, des impacts positifs comme les impacts négatifs, et on essaye de voir comment justement on pallie à ces problématiques-là. On essaye d'anticiper pour voir dans quelle direction ça va aller et essayer de prendre, de gagner du temps sur les prochains problèmes qui pourraient éventuellement Accélération des processus, puisque aujourd'hui on parle de stratégie d'accélération pour l'atteinte des objectifs du millénaire. C'est exactement ça. Et ce qui est bien, c'est que, comme le panéliste nous disait tout à l'heure, c'est qu'on parle tous de la même base. Donc là, maintenant, c'est à nous de se mettre en route et vraiment de s'impliquer au maximum pour justement atteindre les objectifs là, vu qu'on a tous... On a vraiment cette capacité-là de pouvoir délivrer, de pouvoir rattraper l'écart qui a été creusé depuis des années. C'est vraiment notre opportunité pour justement faire ce bond-là. Il y a beaucoup de gens qui voient l'IA comme quelque chose qui fait peur, quelque chose qui va creuser encore plus le gap, mais moi je vois plutôt ça comme un outil vraiment qui va aider à raccourcir, à rendre plus efficient, à rendre plus transparent, à rendre... Vraiment, je ne vois... Peut-être c'est mon côté optimiste qui parle, mais je ne vois que des bons côtés. Si toutes les régulations, si toutes les stratégies, si toutes les garde-fous sont mis en place pour pouvoir justement nous permettre de fonctionner correctement et de prendre en compte justement tous les éventuels risques. Merci. Donc, il y a des préalables. C'est vrai, on a, à côté de cet engouement lié donc à l'accélération et la mise en œuvre des stratégies, il y a tout un préalable à mettre en avant, notamment la formation, on en a parlé tout à l'heure, les infrastructures, et le traitement des données. Donc pour cela, donc, on a besoin de gens bien formés pour pouvoir le faire. Jérôme en a parlé tout à l'heure, donc je pense que les panélistes ont beaucoup insisté là-dessus. On va revenir là-dessus, donc on va peut-être continuer sur cet aspect-là, parler donc de cette vision que vous nous avez partagée en matière d'adoption de stratégies d'IA. En matière de gouvernance, on parle donc de la mise en place de l'accélération des stratégies IA pour aider justement à mettre beaucoup plus de transparence dans la gestion. Comment voyez-vous ça par rapport donc, à la Côte d'Ivoire notamment qui met en place la stratégie nationale d'IA? Vous avez la parole. Merci. Alors, au niveau de la gouvernance, il faut savoir que l'IA joue un rôle crucial, notamment dans la transformation des systèmes de gouvernance et en matière de gestion des services publics. Après, ces volets peuvent être déclinés en plusieurs aspects, mais je vais en citer quelques-uns pour ne pas trop m'étaler. L'IA interviendrait par exemple sur l'optimisation de la gestion publique. Par optimisation de la gestion publique, je parle par exemple de l'automatisation des tâches répétitives, ce qui permettrait par exemple aux agents publics de se concentrer sur des projets à valeur ajoutée plus importante. Et à cela, donc, ce qui permet justement de faire en sorte que les processus soient un peu plus accélérés. Au-delà de ça, qui parle de gouvernance, parle de prise de décision. Et qui parle de prise de décision, parle de données probantes. Donc nous savons que les politiques doivent prendre des prises de décision et pour que ces décisions soient éclairées, l'intelligence artificielle permettrait d'avoir accès justement à des données probantes, ce qui permettrait d'élaborer des politiques publiques beaucoup plus adaptées. Et qui parle justement de politiques publiques plus adaptées, parle de suivi et évaluation de ces politiques. Et en parlant de suivi et évaluation, on parle de données. Et donc, lorsque l'on fait de suivi et évaluation, on produit une grande quantité de données. Et à ce moment-là, l'IA permettrait une meilleure analyse de ces données, tant au niveau de la rapidité. Et lorsque les données sont correctement analysées, cela permet justement d'ajuster, voilà, de faire des ajustements stratégiques au niveau des politiques publiques. Et sur ce volet-là, donc, les ajustements stratégiques permettraient par exemple de réduire les inégalités sociales, parce que ça permettrait justement de mieux orienter ces politiques-là. Au-delà de ça, il y a l'enjeu de l'IA aussi touche tout ce qui est modernisation de l'administration publique de manière générale, en cela que l'IA permettrait d'avoir une administration publique plus rapide,
plus efficiente. Et cette rapidité et cette efficience passe par exemple par la décentralisation des services, par, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple, une meilleure proximité, par exemple, en mettant en place des services en ligne, donc la réduction des difficultés démographiques et économiques. Et pour terminer, je pourrais dire que qui parle de gouvernance et qui parle de meilleure gouvernance, cela implique la transparence, mais également le renforcement de la participation citoyenne. Donc, grâce à l'IA, on peut permettre de suivre en temps réel les processus décisionnels. Donc ça apporte une certaine transparence. Ça permet également de lutter contre la corruption en détectant par exemple des anomalies. Et cela implique également une meilleure responsabilité des autorités publiques, justement dans l'élaboration des politiques publiques et autres. Et comme je disais, la participation citoyenne, on peut mettre en place des processus de consultation publique, ce qui permettrait au gouvernement justement de pouvoir mieux orienter leur politique afin qu'elle soit centrée sur les utilisateurs, sur les citoyens. Voilà un peu ce que je peux dire sur le volet gouvernance. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions concernant donc, le volet gouvernance. Darenko, toi qui as une vision un peu macroéconomique de la situation, donc compte tenu de ta position d'économiste, tout à l'heure on en avait parlé en disant que du côté financier, donc l'Afrique représente à peine 1% du montant global des investissements dans le domaine de l'IA, même de l'IT de façon globale. Comment corriger cet écart pour que l'Afrique puisse être aux standards internationaux pour pouvoir rattraper son retard? Alors, en complément, après je vais répondre à ta question, il y a également la gouvernance au niveau des infrastructures qui est fondamentale, et bien évidemment le côté éthique qui va de pair avec infrastructure, data et côté éthique. Alors comment l'Afrique peut rattraper ce retard? L'Afrique, pour rattraper ce retard, si on regarde le gap des chiffres que j'ai indiqué tout à l'heure, il est colossal, il est presque abyssal. Mais, je le disais tout à l'heure, le continent va être à peu près à 2 milliards d'habitants, une jeunesse très très forte, qui est orientée, à l'instar de ses parents, je veux dire, qui est orientée aux nouvelles technologies. Donc il y a un appétit d'apprendre, donc il y a un appétit d'aller de l'avant. Maintenant, il faut donner les moyens à cette jeunesse, il faut donner les moyens au continent. C'est comment? C'est, j'allais dire, il faut être vigilant, de ne pas retomber dans le piège lorsque, à l'époque, des télécoms se sont installés, c'est-à-dire que les gouvernements ont donné pratiquement pour une bouchée de pain l'utilisation de la gestion des licences de la téléphonie mobile, de Internet que vous en sous-traitez. Et on voit très bien que 30 ans plus tard, des sociétés de la place de téléphonie ont fait des choux gras sur le dos, malheureusement, des États. Donc ce qui veut dire que par rapport à ça, avec l'intelligence artificielle qui arrive, avec les data, on en a parlé tout à l'heure, je veux dire, le continent, lui, a il a une chance que les autres continents n'ont pas, c'est il a des terres, son sous-sol est très très riche. Donc à un moment donné, ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est de négocier la richesse des sols en disant, voilà, nous, on a ce que vous venez prendre chez nous actuellement, il faut le valoriser, il faut faire de gagnant, du win-win, c'est-à-dire vous voulez prendre notre cobalt, vous voulez prendre, il faut nous former, il faut nous ramener des moyens, il faut nous donner, je veux dire, à juste titre, une rente ou autre, mais donc il faut valoriser. Et transformer localement aussi. Bien sûr, bien évidemment. Donc c'est à travers ça que, je veux dire, que le continent pourra commencer à amorcer, à rattraper ce retard avec des rentes au regard de la richesse de son sous-sol qu'il pourra troquer. Troquer, comme je disais, contre de la formation, contre des équipements, etc. Et sinon, ça restera un marché quelque part de dupes. Où les technologies aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les États-Unis, la Chine qui les maîtrisent. Le continent a un gap temporel, malheureusement, qui est derrière lui. Et le seul moyen, c'est qu'il absorbe ces technologies à travers cette gestion, je veux dire, ce pacte, ce gagnant win-win qu'il faut absolument mettre en place au niveau des pays, mais au niveau du continent. En gros, c'est éviter les erreurs qu'on a fait avec les matières premières, donc qui nous reviennent transformer, donc en disant voilà, maintenant ce sont nos data, à vous de nous aider de les transformer localement et pour pouvoir les valoriser, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose de très important qu'on pourra le faire, donc pouvoir rattraper le retard qu'on a pu avoir à ce niveau-là. Jérôme, toi qui es précurseur également, qui est beaucoup sur la partie formation, puisque je sais que tu es un adepte de la formation, j'ai vu ce que Humania et Konya ont fait en matière de formation, notamment dans notre domaine, dans notre corporation.
formation des journalistes. Je sais que tu es très attaché à cela. Comment peut-on apporter ces outils de formation, puisque tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question, pour justement aider à l'accélération ou à l'adoption des stratégies IA, notamment en Côte d'Ivoire? Alors déjà, moi je voudrais préciser quelque chose. Lorsqu'on parle de stratégie nationale, le devoir d'un pays, d'une nation, c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien puisse prendre part et être formé à cette technologie. C'est son devoir. Donc, la stratégie, elle est vraiment dans ce sens. N'oublier personne. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de langue, de dialecte, etc. Et faire en sorte que ce soit accessible à tous et pour tous. Donc ça, c'est un point fondamental. Human AI, l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Ensuite, pour les formations, il y en a beaucoup qui parlent des métiers de demain, qui inventent des noms. Moi, je ne saurais pas inventer des noms. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les métiers de demain, c'est, comme hier, l'ordinateur est arrivé, il a fallu se former sur des logiciels comme Excel et Word. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont des outils. C'est un outil qui vous permet de vous optimiser. Et ça, on gagne un temps incroyable. Nous, on fait des formations sur Human AI, des gratuites et des light, mais souvent, on fait des formations de sensibilisation, de démystification, d'adoption. Les use cases, on a parlé des cas pratiques. Que chacun se sente concerné et qu'ils comprennent qu'ils peuvent prendre part à cette technologie tout en la comprenant. Du coup, ils l'adoptent. Et derrière, on fait des formations light sur IA vidéo, IA marketing. On a vraiment des centaines de formations. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que on a vu des jeunes qui ne savaient pas vers quelle direction prendre. Et on s'est dit, on n'a pas le temps, nous, on n'a pas les moyens, Human AI, parce qu'on fait ça bénévolement. C'est une famille, une communauté dans laquelle on forme gratuitement, mais à votre tour, vous avez des compétences et vous allez les former les autres sur les formations light, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qui ont créé des vocations. Et j'ai plein de jeunes qui sont partis sur la vidéo, etc. Parce que la problématique d'un gouvernement aussi, c'est de se dire, est-ce que mon peuple est prêt? Est-ce qu'il est prêt à adopter tout ça? Donc je vais mettre des moyens, je vais mettre de la formation. Moi, je vois des grands organismes de formation, il y a 5 millions, il y a 10 millions, etc. Il n'y a personne pour être formé. Il n'y a personne, c'est un problème aussi. Et donc, si on n'explique pas la technologie, et si on ne vous démontre pas, et montre ce qu'elle peut vous apporter en vous expliquant dans tous les domaines d'activité et dans vos domaines de prédilection, il faut que vous trouviez votre chemin. Et nous, on veut faire l'effet inverse. On se dit, voilà, on a 100 personnes qui veulent être formées, qui sont motivées sur ce sujet-là. Donne-nous les moyens de les former gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ultra-pauvreté aussi en Afrique. Et si on ne combat pas l'ultra-pauvreté et qu'on ne vous donne pas les moyens demain de créer des richesses, parce qu'on me pose la question, comment on combat la pauvreté? En créant la richesse. Et comment? C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces précisions. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. On parle de langue nationale en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, où il y a une diversité de langues, où les gens ne parlent pas forcément tous français, où ils ne maîtrisent pas très bien les langues comme l'anglais, etc., pour pouvoir coder, etc. Pour ce qui concerne, on parle de 3000 langues en Afrique. Comment, justement, est-ce que c'est un atout ou un handicap pour la Côte d'Ivoire, justement, d'aller vers cela, vers l'IA? Karen? La barrière linguistique. La barrière linguistique, justement, avec l'IA, peut être vraiment détruite. C'est ce que je pense. On a l'exemple, je crois qu'il y a une start-up qui est, je ne sais plus si c'est au Sénégal, qui a justement commencé à distribuer des services en Wolof. Donc c'est un exemple qui devait nous inspirer justement pour voir comment ces use cases-là peuvent justement avoir un impact positif sur toute la population. Quand je parlais de réduire l'écart, par exemple, un modèle peut être développé en local qui va traduire tout ce qui est fait en français en toutes nos langues locales pour justement avoir accès à cette population-là qui ne comprennent pas forcément le français. Donc c'est vraiment un outil qui est super puissant, mais il faut qu'il y ait justement l'investissement nécessaire dans cela pour que ça puisse avoir l'impact que ça doit avoir. Il faudrait faire comprendre aux jeunes, il faudrait faire comprendre aux professionnels vraiment l'utilité et le besoin qu'on a justement de créer ces opportunités-là pour que ça puisse avoir un impact sur tout le pays. En tant que gouvernement, on est là pour mettre le cadre,
Mais on compte vraiment sur les partenariats avec les privés, avec les partenaires internationaux pour justement venir faire confiance à cette jeunesse-là, pour venir investir dans ce changement dont tout le monde parle en fait. Et le problème c'est là, c'est qu'en Afrique on a un taux très faible en investissement. Et pourtant c'est ici que se trouve la richesse. On trouve des gens pour venir acheter la richesse, mais on ne trouve pas des gens pour venir faire pérenniser cette richesse-là. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé l'intervention du panéliste qui nous invitait justement à savoir comment se vendre. C'est important, effectivement. Mais je disais même qu'avec la création des agents qui permettent donc de tchatcher, donc l'Afrique qui est basée sur l'oralité, donc la tradition qui est basée sur l'oralité, ça peut être une richesse, notamment en termes de contenu de données. Parce qu'on disait qu'on n'a pas assez de données structurées. Et je pense que si on s'apesante davantage sur les langues locales, on peut arriver même à optimiser cela avec les gens qui ne savent ni lire et écrire, arriver à dialoguer, à avoir des agents qui permettent demain donc, de programmer en Djoula, en Diola, en Wolof, etc. Donc je pense que c'est un atout sur lequel on peut je reviens sur la partie gouvernance et la partie éthique, donc sont forcément liés. Quels sont les enjeux éthiques donc, de cette gouvernance de l'IA, selon vous? Les enjeux éthiques, je peux dire que déjà, il faudrait qu'on prenne en compte le fait qu'il y a tout un cadre qui doit être mis tout autour de l'IA. Parce qu'on l'a abordé tout à l'heure, plusieurs personnes ont peur, par exemple, que leurs données soient mal exploitées, que certaines informations ou que l'IA soit un peu trop intrusive dans leur vie. Donc je pense que le volet éthique doit vraiment se baser sur une gouvernance de l'IA et de mettre en place un cadre légal, par exemple, qui protège autant les personnes, qui mettent en avant leurs droits et qui leur fasse comprendre que l'IA est là pour aider, mais l'IA n'est pas là pour divulguer vos informations, pour vous mettre dans des positions peut-être défavorables. Donc il y a ce cadre qu'il faut mettre en place et de faire comprendre que l'IA aide juste à améliorer les services, à optimiser certaines choses. Donc le volet éthique, selon moi, passe vraiment par déjà ce cadre-là à mettre en place, justement. Très important. Très bien. Donc Laurent, je reviens vers toi par rapport à cette vision macroéconomique avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, auquel tu participes de façon régulière. Quels sont les atouts de l'Afrique, selon toi, que tu vois, que l'Afrique peut vraiment... on l'a vu, la plupart des investissements aujourd'hui concernant donc, le secteur de l'innovation, c'est les fintech. Et les autres secteurs sont un peu oubliés, donc que ce soit l'agriculture, la santé, etc., sont derrière. Quels sont les atouts de l'Afrique pour justement tirer avantage de cette IA qui arrive? Alors je le redis, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse qui est en plein essor et qui est branchée 100% digital aujourd'hui. Donc ça c'est l'avantage. Deux, c'est les pépites qui existent. On a parlé tout à l'heure du cas de M-Pesa. Il y a plein de M-Pesa aujourd'hui qui sont en Afrique, mais qui ne leur donnent pas les moyens d'émerger. Donc ça c'est important. Troisièmement, ce sont également les faiblesses des investissements étrangers par rapport aux start-up. Quand on regarde les investissements étrangers, on avait fait une étude dans le document dont Jérôme faisait référence. Si on regarde les investissements étrangers, je crois que ça représentait 3-4 milliards au niveau des start-up au niveau continental. Autant dire pas grand-chose. J'ai fait une dichotomie au niveau des sous-régions. L'Afrique centrale, laquelle je gère, elle était pratiquement à 3% de ces 3-4 milliards. Donc on peut dire existant. Et l'Afrique de l'Ouest, j'ai encore regardé tout à l'heure, elle était à 600 millions de dollars. Donc autant dire que c'est peanuts. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le continent n'arrive pas à drainer et à attirer des investisseurs. Alors, c'est une question dont on a un peu les réponses, parce que derrière, effectivement, si on regarde les classements Doing Business, la corruption, manque de gouvernance, etc. Mais on peut se poser la question, dans d'autres continents, il y a également ce genre de problématiques, les investisseurs y vont. Donc la question, si je peux reformuler sa question, c'est
qu'est-ce qu'il faut faire en dehors du cadre politique que je viens d'évoquer pour que les investisseurs viennent et investissent et croient et sont motivés pour investir dans un continent qui va avoir 2 milliards d'habitants. Donc un marché commun de 2 milliards avec comme la mise en place d'une zone de libre-échange continentale, ce qui veut dire ces barrières tarifaires qui vont disparaître. En plus, dans les programmes du continent, il y a une autre notion qu'on appelle les zones économiques spéciales qui sont mises en place. Donc une économie spéciale, une nouvelle génération qui draine un certain nombre d'avantages pour que les investisseurs viennent. Donc on voit très bien qu'il y a un écosystème à la fois financier, économique qui se met en place, et il faut absolument trouver quelque part, j'allais dire, faire peut-être un grand colloque sur les investisseurs au niveau du continent. Alors, nous, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de la CEA, puisque chaque année, on a le forum des ministres des Finances qui se réunissent dans notre siège à Addis Abeba, où on leur insulte nos recommandations. Et il y a 2 ans, le forum avait traité effectivement le numérique en disant qu'il faut que le digital soit un des leviers de croissance du continent. Donc, c'est-à-dire qu'on passe les messages au niveau des États, mais vraisemblablement, ils sont entendus, puisque si on regarde avec des structures telles que Smart Africa qui prennent en compte les messages, qui eux-mêmes évoluent, puisqu'ils vont faire le premier forum africain mondial au niveau, pas plus tard qu'au mois d'avril. Donc on voit très bien que les messages passent, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment, j'allais dire, faire du lobbying, que le continent fasse du lobbying et qui attire ces flux, ces idées. Il faut qu'ils soient attirés et qu'ils ne partent pas ailleurs. Merci beaucoup, Laurent, pour ces précisions. Donc, Jérôme et Karen, vous qui avez participé peut-être à la réalisation de la stratégie nationale de l'IA en Côte d'Ivoire, si vous avez un bâton magique à activer pour que justement accélérer les services publics pour enlever tous les freins, quel serait le secteur par lequel vous commencerez aujourd'hui pour vraiment accélérer les choses et de rendre beaucoup plus inclusive l'usage de l'IA? C'est la très bonne question. C'est la très bonne question. Si j'avais un bâton magique, ce serait tous les secteurs en même temps, tous les ministères. Pourquoi? Parce que ça passe par l'exemplarité. Il faut du service à la population et le service devient instantané 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas un service plus que l'autre. Tous les services sont importants puisqu'ils sont des services à la population. Donc on va faire quelque part de racisme. Je te prends toi et pourquoi pas moi. Donc moi je ne suis pas du tout pour dire un ministère plus que l'autre. C'est tous les ministères en même temps. Si j'étais un chef d'État, je donnerais de suite, à partir d'aujourd'hui, que le ministère, tous se digitalisent pour le service aux populations. C'est indispensable et primordial. Il faut être dans l'exemplarité. Si vous voulez que les entreprises, déjà ça va faire des travaux des Ivoiriens, parce que c'est vous, les Ivoiriens, et les compétences, qui allez digitaliser. Il ne faut pas faire venir les sociétés étrangères, sauf si elles transfèrent les compétences, comme ceux que nous faisons nous, mais on le fait avec vous. On vous transfère les compétences, et ça c'est primordial, il faut savoir rester à sa place. Et surtout, ça permettra de montrer aux entreprises que lorsqu'on propose des services, ça fonctionne. Nous, on a fait, avec des entreprises, on a digitalisé, tu as vu, au Togo, où on a fait la vérification de vie biométrique pour le paiement des pensions et des retraites. On a fait des économies, derrière on a fait l'assurance maladie universelle, on a fait un hôpital de niveau 4, où les Togolais partaient à Dubaï, à Paris, au Maroc pour se faire soigner. Ils se font soigner chez eux aujourd'hui. On a digitalisé tous les Togolais en maladie, on a vu les infections. Les infections, tu peux les traiter beaucoup plus rapidement, ça a diminué. Donc tous les services à la population, etc., que ça apporte derrière. Mais on l'a fait avec les Togolais. On a formé les Togolais, on les a montés en compétences, et ça fonctionne très bien. Et là, on va partir au Togo après pour lancer d'autres actions, parce que c'est un petit pays, comme on dit certains, mais ça va être un grand pays parce qu'on a pris beaucoup d'avance. Par contre, on n'a rien dit. Et on se rend compte que quand on dit qu'on va faire, si ça met du temps, il n'y a plus la confiance. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de se dire, on ne va rien dire et on va faire. Une fois que c'est fait, l'AMU avec la vérification de vie, je l'ai lancé, nous l'avons lancé au Togo le 1er avril. C'est la directrice générale de la CNSS qui l'a lancé, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et derrière, c'est moi qui ai parlé en disant, alors c'est elle qui a voulu, je ne voulais pas au début parce que je ne me sentais pas légitime, je voulais que ce soit les Togolais en avant. Elle m'a dit non, je montre qu'il y a des sociétés étrangères qui investissent dans notre pays, qui viennent avec un savoir et qui transmettent les compétences. Et ça, c'est l'avenir de l'Afrique. Il faut faire des partenariats gagnants, gagnants pour tous les Africains. Et la jeunesse et les talents, c'est vous êtes ici. La Côte d'Ivoire, c'est fabuleux, quoi.
Je sens cette énergie à chaque fois. Je me dis, mais vous devriez être les premiers. Vous êtes 136e sur Oxford Insight de 2023. Sur 190 pays, j'aimerais que demain, vous arriviez dans les 50e. Et après-demain, dans les 20e. Et que la Côte d'Ivoire soit un leader parce que vous en avez les moyens. Mais ça passe par vous. Super, merci pour la passion. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Karen, même question. Si vous avez une baguette magique à activer pour accélérer l'adoption de l'IA dans l'administration ivoirienne. Ce serait la conduite du changement. Parce qu'on développe, on fait de nouvelles choses, mais il faut qu'elles soient adoptées en face. Ça ne sert à rien d'aller investir dans des technologies, d'aller investir dans des infrastructures, d'aller investir dans X, dans Y, si à la fin, l'utilisateur final n'a pas la compétence, n'a pas la connaissance nécessaire pour l'utiliser. Donc c'est vraiment, premièrement, c'est de faire comprendre le besoin et l'utilité justement de cette digitalisation-là, d'investir dans cette digitalisation. Et second, c'est vraiment de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne, de les faire monter dans le bateau le plus tôt possible afin qu'ils participent de manière active au changement, pour qu'ils ne se sentent pas laissés en marge, pour qu'ils ne se sentent pas perdus, effrayés, enfin tous les freins qu'ils peuvent rencontrer pour se confronter à la digitalisation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'on se rend compte que 80% des projets digitaux échouent faute justement de la prise en compte de cette composante-là, conduite du changement. Elle est souvent négligée, mise sur le côté, mais côté gouvernance, sans ça, aucun projet ne pourrait avoir l'impact qu'il doit avoir au regard du financement qui a été consenti pour le mettre en place. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on utilise pour faire ces projets-là. On le fait pour les Ivoiriens. Donc c'est à nous aussi dans cet argent, proposer des formations, des sensibilisations qui vont jusqu'à l'utilisateur final. On commence par le cadre de gouvernance, donc le haut de l'échelle. Toutes les personnes qui vont avoir à utiliser ces applications-là, donc les agents de l'État eux-mêmes qui doivent être renforcés en capacité, et aussi la population qui doit être montée en compétence sur l'utilisation de ces outils digitaux-là. Donc c'est vraiment quelque chose de transversal. Sans dévoiler la stratégie qui sera publiée prochainement, il faudra quand même une super agence de l'IA qui soit fort, qui puisse adopter cela au niveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un domaine transversal qui touche tous les secteurs d'activité. Je pense que le fait d'avoir un agent fort qui puisse le faire pourra accélérer l'adoption de cette stratégie et lutter contre ces stéréotypes. C'est exactement ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous partagez l'avis de Karine Diallo par rapport à cela ? Alors, je partage son avis, mais moi, j'aimerais bien insister sur un volet qu'on a tendance à oublier. C'est le changement du logiciel mental. Parce que la plupart des agents publics pensent que l'adoption de l'IA signifie la perte de leur boulot, la perte des avantages qu'ils ont. Il est important de changer ce logiciel mental en cela qu'il faut leur faire comprendre qu'en fait, l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain. L'IA est là pour les aider à améliorer leurs capacités, à optimiser les processus et rendre justement leur travail beaucoup plus fluide. Donc il y a au-delà justement du changement de manière générale, il y a ce changement de logiciel mental qui est très important. Et on le voit dans l'administration, il y a certains agents qui ont même du mal à passer encore à l'outil informatique. Ils sont vraiment cantonnés dans le papier parce qu'ils n'arrivent pas à... Ils n'acceptent pas ce changement, ils n'acceptent pas cette évolution-là. Donc il y a ce travail-là à faire au niveau mental et par la suite prendra. Laurent, même question avant de passer la parole à la salle. Non, je crois que tout a été dit. Hein. Comme on dit, j'adhère politiquement à tout ce qui vient d'être dit. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ? Je vois une question par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui passer le micro ? Elle arrive. Donc, vous vous présentez et vous posez votre question.
Vous pouvez vous lever? Merci. Alors, je suis l'étudiant Faye en licence 1 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ma préoccupation est la suivante. En nous faisant part du projet de l'intelligence artificielle ici en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, quels sont les avantages ou disons les profits que l'Occident aussi en tire au niveau du marché africain? Quels sont les avantages? Ou les profits que l'Occident en tire au niveau du marché africain? D'accord. Très bien. Quelqu'un veut répondre à la question? Jérôme? Votre donnée, vous êtes devenu un produit. Vous imaginez, je pense que vous n'avez pas conscience. Vous avez tous un mobile, un smartphone, on est d'accord? Vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Moi, alors, Karen, elle est adorable. J'ai toujours plaisir à la voir. Par contre, je ne lui laisserai pas mon téléphone avec ma géolocalisation, tous mes messages, toutes mes photos, toutes mes données. Aujourd'hui, vous offrez tout. Gratuitement. Votre caméra, votre micro. Vous n'avez pas vu des fois, vous avez des publicités, ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Vous avez pensé à des choses, derrière vous avez la publicité. Elles sont ultra personnalisées. Ils vous connaissent mieux que ce que vous connaissez vous-même. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment dangereux. Il faut que vous ayez cette conscience que vous êtes à la merci de tous. Donc vous offrez votre donnée à 100%. Votre géolocalisation, vos habitudes, votre consommation. Ils s'en servent. Ne croyez pas, ils s'en servent. C'est pour ça que le président Trump a eu le projet Stargate. C'est dans les infrastructures. La donnée, c'est la clé. Vous avez vu Google, ils vendent rien. Ils sont valorisés à 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. C'est combien le PIB de la Côte d'Ivoire? Il y en a un qui connaît le PIB de la Côte d'Ivoire? C'est presque 100 fois le PIB de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez le pouvoir qu'ils ont? Donc vous offrez tout. Vous leur offrez tout. C'est pour ça qu'on parle de souveraineté de la donnée avec de la régulation, des lois bien précises, etc. Mais des lois qui vous restreignent. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a Google, je ne sais plus si c'est Facebook ou autre, qui a une amende de 1,5 milliard ou 5 milliards. Derrière, j'en gagne 100. C'est combien va me coûter d'être dans l'illégalité? Et je fais faire appel, ça va durer 5 ans, mais il ne peut pas me mettre d'amende en même temps. Donc vous voyez que c'est le danger, vous êtes entré, et en plus j'ai mon ami, notre frère Sedina Ndiaye qui ne pouvait pas venir, parce que Mastercard Foundation, le patron est parti, donc il y a un nouveau patron, et ils avaient rendez-vous, qui expliquait que l'Afrique est un super laboratoire, il n'y a pas de loi. La donnée, seulement 3% de la donnée africaine est sur le sol africain. Donc vous offrez, en plus de votre sol, toutes les richesses. Donc vous avez vu ces cas de conscience qu'il faut prendre et les changements de mindset qu'il faut avoir pour utiliser cette technologie, mais soumettre aux politiques qu'elles soient souveraines. Par là, quelqu'un a le micro? Bonjour. Bonjour, je suis là. Vous levez? On ne voit pas. Je suis debout, ici. Ok, d'accord. Okay, voilà. Bonjour à tous et à toutes, je suis Jacques Nama, je travaille à Educarrière. J'ai une question qui va dans le même sens que mon prédécesseur ici. Et une seconde. La première, c'est comment bien sûr se fait la protection des données à caractère personnel avec l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on utilise, on dit tout, on demande tout à l'intelligence artificielle. Donc, comment se fait principalement la protection des données à caractère personnel? La seconde question, justement, est-ce qu'on devrait s'attendre à une transition, on va dire, totale vers l'intelligence artificielle dans les années à venir? Merci beaucoup. Je pense que la question liée aux données à caractère personnel feront l'objet d'un panel demain. Je pense que si vous êtes là, on pourra revenir là-dessus avec des spécialistes qui pourront aborder cette question. Je ne sais pas, la deuxième question, est-ce que quelqu'un peut y répondre? Ou pas? Vous pouvez reprendre la deuxième question? Non, il va parler de la protection des données, c'est pour demain. Voilà, donc la seconde question, je demande à savoir si on doit s'attendre à une transition automatique vers l'intelligence artificielle, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans les années à venir.
On avait parlé d'un train qui est en marche et qu'il faudra, si on veut rattraper le retard ou être dans le move, c'est de monter dans ce train-là qui n'attend pas. Et si l'Afrique n'adopte pas ou ne monte pas dans ce train-là, donc on aura donc une génération de retard par rapport aux autres continents, parce qu'aujourd'hui, avec le leadership des Américains qui investissent énormément, on a vu les Chinois qui suivent de très près ce combat-là, et l'Europe de très loin. Donc c'est les deux continents qui sont vraiment dépassés, c'est l'Afrique et l'Europe, et l'Afrique très loin derrière. Donc je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se former et de monter dans le train de cette innovation-là pour vraiment rattraper le retard que l'Afrique est en train de connaître. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une dernière question par là. Vous pouvez lui passer le micro, là. Une dernière question avant de conclure. Donc je vous laisserai un mot de conclusion à chacun de vous, comme ça on passe au panel suivant. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis Jonathan Aglou. On ne vous entend pas, on vous entend pas. Mais dommage qu'il n'y ait pas de questions adressées par une dame dans la salle. Il n'y a que des garçons et des hommes. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Jonathan Aglou, étudiant en informatique, développeur d'applications. Avant de poser ma question, j'aimerais vous remercier pour cette organisation. Voilà, moi, je suis passionné d'innovation, voilà, de nouvelles technologies. Bon, j'ai deux questions. Ma première question est que, existe-t-il des projets gouvernementaux ou privés pour soutenir les startups IA en Côte d'Ivoire? Et ma seconde question est comment un développeur ou un entrepreneur peut-il bénéficier du réseau créé autour des JA? Très bien, deux questions. Je pense que l'une est adressée à Karine et l'autre à Jérôme. D'accord. Merci pour la question. Donc, vous avez vu mon collègue qui est passé tout à l'heure, Stéphane Koulibaly. Il est le directeur de l'innovation des startups et du secteur privé. Avec le ministère, ils ont mis en place justement, on a mis en place ce qu'on appelle le Startup Act, qui permet justement aux startups de bénéficier d'un vaste catalogue de services. Notamment, on a le Hub IA, qui est dans nos locaux, donc à l'immeuble Postel 2001 au Plateau, qui est au niveau du 13e, qui permet justement d'accompagner, si vous voulez, un incubateur étatique, qui permet justement d'avoir accès à toutes les entreprises. C'est un guichet qui va se servir de guichet unique pour les startups, où ils vont avoir accès à toute l'information nécessaire et toute la formation nécessaire pour pouvoir développer leurs projets, notamment des projets IA. Il y a aussi, comme je disais, le Startup Act qui permet différentes choses, notamment la labellisation, qui va permettre aux startups de pouvoir participer, par exemple, à des marchés publics. Et aussi, qu'est-ce que je peux rajouter dessus? Bon, comme ce n'est pas mon sujet, je n'ai pas tous les détails, mais je peux déjà vous donner ça comme information. Voilà, donc je vais laisser. Pour la partie ambassadeur, je laisse Jérôme. Non, il n'y a pas que la partie ambassadeur. Un hub d'innovation, c'est là où on va rassembler les financiers, les investisseurs, etc. Par contre, il y a plusieurs choses. Il y a aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'argent pour commencer un projet. Vous avez du temps, vous avez du talent. Souvent, on demande de l'argent de suite, etc. Nous, on a commencé Humanea, il y avait zéro. On n'a rien demandé à personne, on a fait. Et à force, on a réussi. Mais c'est aussi, il faut convaincre, etc. Ensuite, il va y avoir des formations pour vous accompagner. Et il va falloir créer le lien de confiance pour investir. Pourquoi? J'ai trop vu des startups où dès qu'ils levaient des fonds, ils prenaient un garde du corps, le Range Rover, et j'ai un cas ivoirien. J'ai dit, toi, je ne te veux même pas dans mon escarcelle. Il faut changer ce mindset-là. Et en fait, nous, on va apporter des formations entrepreneuriat et innovation. On va vous éduquer à être un entrepreneur, le 360, ce que j'appelle, à comprendre ce que c'est qu'une étude de marché, pourquoi, à gérer son argent, etc. Ensuite, pour le lien de confiance, nous, ce qu'on fait, on rentre en early stage, c'est-à-dire en phase d'amorçage dans une société à 50%. Aujourd'hui, vous avez un projet, cette société n'est pas valorisée. Nous, on dit, on rentre avec toi 3 à 5 ans maximum,
on a le réseau pour faire savoir, parce que des fois, vous avez le savoir-faire, mais pas le faire savoir. Et c'est hyper important, le réseau, de vendre, de faire savoir. Et nous, on l'a au niveau international, on a une légitimité. Et donc, on va vous former, on va vous accompagner, on va pas prendre 50% pour nous, on va donner 5% à un directeur commercial, 5% à un directeur financier, 5 ou 10% à un chef d'entreprise qui va vous mentorer et vous coacher gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il va valoriser l'entreprise avec vous. Et au bout de 3 ans, l'argent que vous avez gagné, vous pourrez racheter vos parts que vous avez cédées au départ. Et on fera une double signature. Une double signature, pourquoi? Pour éviter que vous achetiez le Range Rover, que vous achetiez une maison avec, que vous preniez une garde du corps et que vous dépensiez l'argent inutilement. Et ça, des fois, moi j'ai vu des jeunes qui me disent oui, mais je l'ai fait parce que lui aussi l'a fait. Et oui, là, mais il va se jeter au Rhône. Enfin, au Rhône, moi je suis d'Avignon, donc c'est le fleuve. Tu vas te jeter dans la lagune, tu vas le faire. Donc il faut éduquer, il faut expliquer, et l'exemplarité est hyper importante. Et pour faire revenir les fonds d'investissement, il faut ce lien de confiance. Parce que la finance, c'est de la confiance. Donc il faut trouver des parades, et nous, Humanea, on a trouvé ces parades-là. J'ai d'ailleurs quelques associés qui sont dans la salle avec qui on a commencé des projets, et qui ont dit oui, de suite, je donne 50%, dont une qui fait des expertises comptables, etc. Parce qu'elle a compris qu'on va valoriser ensemble son projet. Elle va avoir de l'accompagnement, du mentoring, mais on ne va pas facturer l'entreprise. On va gagner sur le pourcentage qu'on a. Donc c'est ça qui est hyper important, c'est de trouver des solutions où la communauté, moi je suis très famille, je suis très fraternité, et ça c'est indispensable, il faut qu'on soit dans l'unicité. Et il faut être indéfectible des uns des autres si on veut faire avancer la Côte d'Ivoire, et si vous voulez faire avancer vos projets. Donc soyez l'exemple de vous-même aussi, en disant non, non, moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas gagné. Si c'est l'argent qui vous motive, vous n'y arriverez jamais. Si c'est l'impact, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, etc., là, vous allez faire quelque chose de beau et de grand. Super. Et c'est tout ça qui nous anime. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette passion. Une dernière question, donc c'est terminé. Donc je pense qu'on va passer à la conclusion. Donc qui prend la parole pour conclure, notamment par rapport à l'adoption de la stratégie nationale de l'IA en Côte d'Ivoire et la mise en place des services. Merci. Le mot de conclusion que je peux avoir, c'est que toutes les discussions ont montré que l'IA est un levier stratégique pour l'amélioration des services publics. Mais il y a certains éléments qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'autour de cet engouement face à l'IA, il y a plusieurs défis qu'il faut régler au préalable. Notamment tout ce qui est fracture numérique, il y a tout ce qui est infrastructure, on en a parlé tout à l'heure, il y a la nécessité de renforcement des capacités, mais il y a surtout l'importance de mettre en place un cadre de gouvernance adapté au contexte africain. Parce que, comme je disais, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment que tout ce qu'on fait, ce soit une IA africaine, si je peux voler le terme qu'utilise souvent Jérôme. Donc, une IA adaptée au contexte africain, aux réalités africaines. Et à ce moment-là, justement, on pourra vraiment profiter du potentiel de l'IA en Afrique. Merci beaucoup. Quelqu'un veut rajouter quelque chose pour conclure? Laurent? Pour compléter ce que vient de dire Athiou, c'est qu'il faut répondre aux besoins africains et pas aux besoins, je veux dire, en dehors du continent. Et c'est par rapport à ça qu'on peut créer de la valeur ajoutée et ensuite aller voir ailleurs. Mais c'est vraiment un besoin continental. Et malheureusement, lorsque il m'est arrivé de discuter avec des jeunes pousses, hein, elles voient déjà le côté au-delà du continent et pour peut-être s'inscrire dans la dynamique que Jérôme tu as décrit, mais il y a tellement de défis à relever localement, nationalement et continental qu'il ne faut pas les chercher ailleurs. Je crois que c'est important de l'intégrer dans le mindset, comme on dit. Très bien. Jérôme, j'espère qu'il y aura des recommandations à la fin qu'on pourra partager. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, des choses très importantes qui peuvent servir au-delà de ce panel et au-delà des gens qui sont ici présents. Et je pense qu'on aurait gagné à partager ça vraiment le plus largement possible. Et je pense que cette stratégie de la Côte d'Ivoire peut même inspirer d'autres pays de la sous-région qui sont en train de réfléchir sur leur stratégie nationale. Donc j'espère que vous avez tiré beaucoup de bénéfices à ce qui a été dit et des contributions qui ont été apportées ici et là par rapport donc, à la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire, notamment la mise en place ou l'accélération des services publics par rapport à l'IA. Donc
pour ce qui me concerne, donc c'est un panel très riche et très dynamique. Et merci à ces panélistes pour avoir vraiment joué ce rôle et à vraiment apporter des réponses concrètes à ces questions qui ont été posées. Merci à vous, merci à toutes pour votre attention et vous pouvez les applaudir. On fait la photo.